Alors faut-il encore présenter Adélaïde Charlier, leader du mouvement Youth for Climate? Ce qui caractérise Adélaïde, c'est sa capacité à s'indigner et à mobiliser les jeunes, ainsi qu'interpeller les leaders politiques pour que la question du climat soit au cœur des préoccupations de la société. Je dis souvent que je suis tombée dans les rues. Alors, aussi littéralement, mais aussi, c'est une expression. Car en 2019, j'ai rencontré Anuna de Wever. C'est une jeune flamande qui a commencé à organiser des grèves scolaires. Et du coup, j'ai embarqué le pas pour le côté francophone. Et c'est devenu, toutes ces grèves scolaires, toutes ces mobilisations sont devenues tout en mouvement. Aujourd'hui appelé Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Au début de mon engagement, je n'étais pas nécessairement consciente de toute l'image du paysage qu'il y avait en face de moi. Toutes ces questions d'intersectionnalité, toutes ces questions de dérèglement climatique, de justice sociale. La première manif que j'ai faite, c'est clairement parce qu'il y avait trop de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, au fur et à mesure de mon chemin, j'ai commencé à m'informer. En fait, plus je marchais, plus je m'informais. Et je pense que ce n'est pas grave. Je pense qu'on peut commencer à agir avec un peu d'informations et puis, sur la route, apprendre de plus en plus pour mieux comprendre et surtout répondre à certaines questions qu'on pourrait avoir, comme pourquoi est-ce que le climat se dérègle? Pourquoi est-ce que le monde politique n'arrive pas à suivre? Et les autres combats dans tout ça, c'est lié? En tout cas, pour moi, c'était clair. Et c'est encore clair aujourd'hui. Tous ces combats sont liés. Au final, je pense que dans mon biberon, il y avait une grosse dose de surconsommation que toute ma génération a gobée. Et quand on est dans ce monde-ci, c'est pas automatique de le questionner. Surtout quand partout, sur nos écrans, à la radio, aux abris de bus, on nous fait croire que le bonheur, c'est un vol d'avion jusqu'à une mer turquoise, c'est un téléphone à 3 caméras, ou encore c'est une voiture à 50 options. Et nulle part dans la chanson, il n'est dit le prix qu'on fait payer à la planète pour ce bonheur. Le prix que certains payent déjà et qu'on finira par tous payer. Je pense qu'au final, on est un peu des Obélix, tombés quand on était petit dans la marmite des énergies fossiles. Et comme vous le savez sûrement, parce que vous avez lu le dernier rapport du GIEC de 3500 pages, le deuxième volet du 6e rapport nous dit que tout est lié. Biodiversité, écosystème, droits humains, la vie sur Terre, tout est lié. Si un de ces écosystèmes tombe, tout le reste tombe avec. Donc je pense que c'est un bon rappel de se dire qu'on a beau nier cette biodiversité, cette 6e extinction de masse. Petit rappel, la 5e extinction de masse, c'était quand même les dinosaures. Ça fait un peu peur. On va partir avec eux. Moi, en tout cas, j'ai fait l'expérience de ce lien quand j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique en voilier. C'était pas trop le cas parce que j'étais malade en voilier, mais quand j'ai eu la chance d'aller jusqu'au Brésil, entre autres en voilier, et là-bas, sur place, j'ai fait une rencontre exceptionnelle d'une de mes amies qui s'appelle Anita. C'est une jeune Brésilienne qui fait partie d'un peuple autochtone, d'une communauté autochtone dans le nord du Brésil. Et elle m'expliquait comment son village avait été complètement séparé et comment son village avait en fait été détruit. En tout cas, la culture de son village avait été détruite. Il y a eu un barrage, le Belo Monte Dam, un barrage hydraulique qui s'était installé à quelques kilomètres de leur village et qui du coup avait coupé toute l'eau qu'ils utilisaient pour vivre. Une partie de la communauté s'est dit « Ok, on va migrer plus loin dans la forêt amazonienne, retrouver un nouvel espace ». Et l'autre s'est dit « non, on va résister ». Parce qu'en plus de ça, maintenant, il y a une mine d'or qui veut venir s'installer là et ils vont venir prendre de plus en plus d'espace. Et donc, ils ont créé cette résistance.
Alors en même temps, c'est beau la résistance, mais en même temps, cette histoire, moi, elle m'a rappelé que, elle m'a surtout fait réaliser à ce moment-là qu'en barrage hydraulique est très vite vu comme une solution face à l'urgence climatique, face au problème de CO2 dans l'atmosphère, et pourtant, elle a détruit une biodiversité immense pour aller l'installer en plein milieu de cette forêt amazonienne, et elle a aussi surtout bougé énormément de communautés. Donc on ne peut pas dissocier les droits humains, la biodiversité et l'urgence climatique. Donc en revenant, j'ai gardé cette idée en tête et j'ai continué à agir, à mobiliser, à essayer de mettre un maximum de personnes dans les rues, en allant dans des écoles, en essayant de conscientiser un maximum de personnes sur aussi ce lien. Et je pense qu'au final, ce que j'ai vraiment compris, c'est que toutes nos actions ont un impact. Peu importe lesquelles. Je pense qu'il n'y a pas que descendre dans les rues, comme je le fais principalement. Il n'y a pas que rater les cours. J'ai une amie, par exemple, qui adore chanter. Du coup, elle en a fait une chanson. Et aujourd'hui, elle en parle sur ses réseaux sociaux. On vient de voir, il y a un groupe de citoyens qui s'organisent pour créer une ceinture énergétique autour de Namur. À Liège, il y a la même chose pour une ceinture alimentaire. Il y a par exemple des ZAD qui sont des super moyens aussi de résister, de dire non, non, cela ne se fera pas en mon nom. Et toutes ces actions, c'est des moyens de résistance pour, encore une fois, dire non. Mais je pense qu'au final, on doit, chacun d'entre nous, trouver nos talents, ce qu'on aime faire, ce qui nous donne du sens, et le mettre, pas au profit de, j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, le mettre en action pour contribuer à un changement qu'on veut voir dans la société. Mais plus que ça, ce n'est pas en loisir qu'on doit décider de faire un dimanche matin parce qu'on a le temps, mais je pense que c'est une responsabilité. Surtout nous, en tant que privilégiés, en tout cas moi. C'est ma responsabilité d'agir chaque jour et de ne pas faire les mêmes erreurs des générations précédentes. En tout cas, c'est ce que j'ai promis à mon amie Anita. Alors c'est sûr que agir, s'engager, c'est pas facile. C'est pas toujours, la vie n'est pas toujours rose. Parfois, on se sent seul. On a l'impression qu'on est les seuls à vouloir changer tout le monde et que ça nous dépasse et qu'on n'y arrivera jamais. Je pense que dans ces moments-là, il faut essayer de s'entourer d'un maximum de personnes. Des personnes comme ici qui s'engagent, qui, eux, seront peut-être à un moment donné dans leur vie où ils ont plus d'énergie. Et du coup, vous pouvez aller rechercher cette énergie dans des actions collectives. Et puis surtout, s'engager, c'est redonner du sens. C'est redonner du sens à votre travail, c'est redonner du sens à nos activités quotidiennes, à nos relations sociales. Donc, on peut y gagner. Mais surtout, toutes ces actions qui paraissent peut-être pas suffisantes face à l'immensité des défis, en fait, moi, je suis persuadée que justement, elles seront suffisantes. Toutes ces actions collectives de résistance. Surtout depuis que j'ai entendu une étude super intéressante de Erika Chenoweth, professeure à Harvard. Elle a analysé plus de 303 campagnes violentes et non violentes de 1900 à 2006. Et ce qu'elle analyse, c'est qu'il suffit que 3,5% de la population soit active dans une campagne pacifique pour que celle-ci soit réussite. 3,5%. En Belgique, ça veut dire 385 000 citoyens qui s'engagent à résister, qui signent des pétitions, qui marchent dans les rues, qui créent un nouveau monde, qui créent des projets comme on l'a vu aujourd'hui, qui résistent à ce vieux système et qui aident à contribuer à un nouveau. Au final, je pense qu'ensemble, on peut le faire. C'est toute une question de collectivité. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce que Empreinte fait ici. Redonner la légitimité et le pouvoir aussi à la jeunesse. Surtout lui offrir les outils pour le faire.
Parce que oui, ce que j'ai compris en tout cas de mon peu de temps d'engagement ces 3 dernières années, c'est que la jeunesse est légitime. Non pas nécessairement de leur savoir, mais de la vie qui nous attend. On est légitime et on se doit de prendre cette place dans les débats. Donc il nous faut plus d'organisations comme Empreinte dans ces 3 prochaines années. Pourquoi 3 prochaines années? Parce qu'encore une fois, vous le savez très bien du dernier rapport du GIEC, il nous reste 3 ans pour changer la courbe de CO2 qui augmente dans l'atmosphère. 3 ans. C'est quand même très peu. Donc maintenant, j'ai une question, premièrement pour Empreinte, et puis pour chacun d'entre vous. S'il nous reste 3 ans pour changer cette courbe, quel est le prochain pas pour Empreinte? Quel est le prochain pas pour chacun d'entre vous? Merci.